Lecture de l'ouvrage Salaire, prix et profit, paru en 1865 de Karl Marx. Introduction. Citoyens, avant d'aborder ce qui est à proprement parler mon sujet, permettez-moi de faire quelques remarques préliminaires. Il règne actuellement sur le continent une véritable épidémie de grève, et de tous côtés, on réclame à grands cris des augmentations de salaire. Cette question sera traitée à notre congrès. Vous devez, vous qui êtes à la tête de l'association internationale, avoir un point de vue net sur cette très importante question. Je considère donc pour ma part que c'est mon devoir, même au risque de mettre votre patience à une rude épreuve, de traiter à fond le sujet. Je dois faire, en ce qui concerne le citoyen Weston, une autre remarque préliminaire. Il n'a pas seulement développé devant vous, mais aussi défendu en public des conceptions qu'il sait être tout à fait impopulaires parmi les ouvriers, mais qu'il considère être dans leur intérêt. Chacun de nous ne peut qu'estimer hautement de tels exemples de courage moral. En dépit du style sans phare de mon exposé, il verra, je l'espère, à la fin de celui-ci, que je suis d'accord avec ce qui me paraît être dans sa thèse l'idée essentielle. Mais je considère cette idée, dans son expression actuelle, comme fausse en théorie et dangereuse en pratique. Et maintenant, j'en viens à mon sujet. Chapitre 1. Production et salaire. La démonstration du citoyen Weston s'appuyait essentiellement sur deux hypothèses. Petit 1, que le montant de la production nationale est une chose invariable, ou comme dirait un mathématicien, une quantité ou grandeur constante. Petit 2, que le montant du salaire réel, mesuré par la quantité de marchandises qu'il permet d'acheter, est une somme fixe, une grandeur constante. Or, sa première hypothèse est évidemment une erreur. Vous constaterez que la valeur et la quantité de la production s'accroissent d'année en année, que les forces productives du travail national augmentent et que la somme d'argent nécessaire à la circulation de cette production croissante change continuellement. Ce qui est vrai à la fin de l'année, et pour des années différentes comparées entre elles, est vrai également pour chaque journée moyenne de l'année. La quantité ou grandeur de la production nationale change continuellement. Ce n'est pas une grandeur constante, mais une grandeur variable. Et si l'on fait abstraction complète des variations dans le chiffre de la population, il ne peut en être autrement, étant donné la modification continuelle de l'accumulation du capital et de la force productive du travail. Il est tout à fait exact que si une hausse du taux général des salaires survenait, quels qu'en soient finalement les effets, en soi, elle ne modifierait pas immédiatement le montant de la production. Elle partirait tout d'abord de l'état de choses existant. Mais si, avant la hausse des salaires, la production nationale varie et n'est pas fixe, elle continuera également après l'élévation des salaires à être variable et non fixe. Mais supposons que le montant de la production nationale soit constant et non variable. Même alors, ce que notre ami Weston regarde comme une déduction logique resterait une simple affirmation gratuite. Si j'ai un nombre déterminé, disons 8, les limites absolues de ce nombre n'empêchent point ces parties de modifier leurs limites relatives. Si les profits sont 6 et les salaires 2, les salaires peuvent monter à 6 et les profits tomber à 2, et cependant, le montant total restera 8. Ainsi, le montant fixe de la production ne prouverait nullement que le montant des salaires soit fixe. Comment donc notre ami Weston prouve-t-il cette fixité? En l'affirmant, tout simplement. Mais même si nous admettions comme exacte son affirmation, elle agirait dans deux directions différentes, alors qu'il ne la fait jouer que dans une seule. Si le montant des salaires est une grandeur fixe, celle-ci ne peut être ni élevée ni abaissée. Si donc les ouvriers agissaient follement en arrachant une augmentation passagère des salaires, les capitalistes commettraient une non moindre folie en imposant une diminution momentanée des salaires. Notre ami Weston ne nie pas que dans certaines circonstances, les ouvriers puissent arracher des augmentations de salaire, mais d'après lui, comme le montant des salaires a la fixité d'un fait naturel, il s'ensuivra fatalement une réaction. Mais il sait également d'autre part que les capitalistes peuvent imposer des diminutions de salaire, et en effet, ils s'y efforcent sans relâche. En vertu du principe du niveau constant des salaires, une réaction devrait nécessairement s'ensuivre dans ce second cas aussi bien que dans le premier. Les ouvriers, par conséquent, auraient raison de se rebeller contre la tentative d'abaisser les salaires ou sa réalisation. Donc, ils sont en droit d'arracher des augmentations de salaire,
car chaque réaction contre les réductions de salaire est une action en faveur de leur augmentation. Par conséquent, suivant le principe même du niveau constant des salaires du citoyen Weston, les ouvriers devraient, dans certaines circonstances, s'unir et lutter pour des augmentations de salaire. S'il nie cette conclusion, il lui faut renoncer à l'hypothèse dont elle découle. Au lieu de dire que le montant des salaires est une grandeur constante, il devrait dire que, bien qu'ils ne puissent ni ne doivent monter, ils pourraient et devraient plutôt baisser, dès qu'il plaît au capital de les réduire. S'il plaît au capitaliste de vous nourrir de pommes de terre au lieu de viande et de bouillie d'avoine au lieu de pain blanc, il vous faut subir sa volonté comme une loi de l'économie politique et vous y soumettre. Si dans un pays, par exemple aux États-Unis, les taux des salaires sont plus élevés qu'en Angleterre, vous devrez expliquer cette différence dans le niveau des salaires comme une différence entre la volonté des capitalistes américains et celle des capitalistes anglais, méthode qui simplifierait beaucoup l'étude non seulement des phénomènes économiques, mais aussi de tous les autres phénomènes. Mais même alors, nous pourrions demander pourquoi la volonté des capitalistes américains diffère donc de celle des capitalistes anglais. Et pour répondre à cette question, il nous faudra aller au-delà du domaine de la volonté. Un curé peut me dire que Dieu a une volonté en France et une autre en Angleterre. Si je le mets en demeure de m'expliquer la dualité de cette volonté, il aura peut-être le front de me répondre qu'il plaît à Dieu d'avoir une volonté en France et une autre en Angleterre. Mais notre ami Weston sera certainement le dernier à tirer argument d'une négation aussi complète de toute raison. La volonté du capitaliste consiste certainement à prendre le plus possible. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas disserter sur sa volonté, mais étudier sa puissance, les limites de cette puissance et le caractère de ses limites. Chapitre 2. Production, salaire, profit. La conférence que le citoyen Weston nous a faite aurait pu tenir dans une coquille de noix. Toute son argumentation aboutit à ceci. Si la classe ouvrière contraint la classe capitaliste à lui payer 5 shillings au lieu de 4, sous forme de salaire en argent, le capitaliste lui rendra par contre, sous forme de marchandise, la valeur de 4 shillings au lieu de 5. La classe ouvrière aurait alors 5 shillings à payer pour ce qu'elle achetait 4 shillings avant la hausse des salaires. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le capitaliste ne donne-t-il que la valeur de 4 shillings pour 5 ? Parce que le montant des salaires est fixe. Mais pourquoi est-il fixé à la valeur de 4 shillings de marchandises et pas 3 ou 2 shillings ou à une autre somme quelconque ? Si la limite du montant des salaires est fixée par une loi économique, indépendante aussi bien de la volonté des capitalistes que de celle des ouvriers, le citoyen Weston aurait dû tout d'abord exposer cette loi et la démontrer. Il aurait dû en outre prouver que la somme des salaires effectivement payés à chaque moment donné correspond toujours exactement à la somme nécessaire des salaires et ne s'en écarte jamais. Si d'autre part, la limite donnée de la somme des salaires dépend de la simple volonté du capitaliste ou des bornes de sa cupidité, c'est là une limite arbitraire. Elle n'a rien de nécessaire en soi. Elle peut être modifiée par la volonté des capitalistes et peut, par conséquent, l'être également contre leur volonté. Pour illustrer sa théorie, le citoyen Weston vous raconte que si une soupière contient une quantité déterminée de soupe qui doit être mangée par un nombre déterminé de personnes, une augmentation de la largeur des cuillères n'amènerait pas une augmentation de la quantité de soupe. Il faut qu'il me permette de trouver son explication un peu drôle. Elle me rappelle un peu la comparaison à laquelle eut recours Ménénius Agrippa. Lorsque les plébéiens romains entrèrent en lutte contre les patriciens, le patricien Agrippa leur raconta que la panse patricienne nourrissait les membres plébéiens du corps politique. Agrippa ne réussit point à prouver que l'on nourrit les membres d'un homme en remplissant le ventre d'un autre. Le citoyen Weston, de son côté, a oublié que la soupière dans laquelle mangent les ouvriers est remplie du produit tout entier du travail national, et que ce qui les empêche d'y prendre davantage, ce n'est ni la petitesse de la soupière, ni la quantité infime de son contenu, mais uniquement la petitesse de leur cuillère. Grâce à quel artifice le capitaliste est-il à même de donner une valeur de 4 shillings pour 5 shillings ? Grâce à l'élévation du prix des marchandises qu'il vend. Mais alors, l'élévation des prix, ou pour nous exprimer de façon plus générale, le changement de prix des marchandises, dépend donc de la simple volonté des capitalistes ? Ou bien des circonstances déterminées ne sont-elles pas nécessaires au contraire pour que cette volonté entre en jeu ? Sans cela, la hausse et la baisse, les variations incessantes des prix du marché deviennent une énigme insoluble. Puisque nous supposons qu'il ne s'est produit absolument aucun changement, ni dans les forces productives du travail, ni dans la quantité de capital et de travail employé, ni dans la valeur de l'argent dans laquelle est exprimée la valeur des produits, mais qu'il n'y a eu de changement que dans les taux des salaires. Comment cette hausse des salaires pourrait-elle influer sur les prix des marchandises ? Uniquement
en influence sur le rapport existant entre la demande et l'offre de ces marchandises. Il est tout à fait exact que la classe ouvrière, considérée dans son ensemble, dépense et doit forcément dépenser son revenu tout entier en moyens de subsistance. Une hausse générale des salaires provoquerait donc une augmentation de la demande de moyens de subsistance et par conséquent aussi une hausse de leur prix sur le marché. Les capitalistes qui les produisent se dédommageraient des augmentations des salaires par les prix croissants de leurs marchandises sur le marché. Mais qu'advient-il des autres capitalistes qui ne fabriquent pas les objets de première nécessité? Et vous ne devez pas vous imaginer que leur nombre est infime. Si vous réfléchissez que les 2/3 de la production nationale sont consommés par le 1/5 de la population, vous comprendrez qu'il faut qu'une partie énorme de la production nationale soit formée d'objets de luxe ou échangée contre des objets de luxe, et qu'une quantité énorme soit gaspillée pour la valetaille, les chevaux, les chats, etc. Gaspillage qui, comme nous le savons par expérience, diminue toujours avec la hausse du prix des moyens de subsistance. Or, quelle sera la situation des capitalistes qui ne produisent pas d'objets de première nécessité? Le taux de leur salaire baissant par suite des augmentations générales des salaires, ils ne pourraient pas se rattraper par l'élévation des prix de leurs marchandises, puisque la demande de ces marchandises n'aurait pas augmenté. Leur revenu diminuerait, et c'est avec ce revenu amoindri qu'il leur faudrait payer davantage pour la même quantité d'articles courants de prix accru. Mais ce ne serait pas tout. Leur revenu diminuant, ils auraient également moins à dépenser en objets de luxe, et de cette façon, il y aurait recul dans la demande réciproque de leurs marchandises respectives. Cette diminution dans la demande ferait baisser les prix de leurs marchandises. Donc dans ces branches d'industrie, le taux des profits baisserait non pas seulement en proportion de l'élévation générale des salaires, mais aussi en rapport avec l'action combinée de la hausse générale des salaires, de l'augmentation des prix des objets de première nécessité et de la baisse des prix des objets de luxe. Quelle serait la conséquence de cette différence entre les taux de profit pour les capitaux employés dans les différentes branches d'industrie? La même conséquence qui se produit chaque fois que, pour une raison quelconque, surviennent des différences dans les taux moyens des profits dans les diverses sphères de la production. Le capital et le travail seraient transférés des branches les moins rémunératrices dans les plus rémunératrices. Et ce processus de transfert durerait jusqu'à ce que l'offre dans une branche d'industrie eût augmenté proportionnellement à la demande accrue et qu'elle eût baissé dans les autres branches d'industrie en raison de la demande diminuée. Une fois ce changement effectué, le taux général du profit s'égaliserait de nouveau dans les différentes branches d'industrie. Comme, à l'origine, tout ce déplacement provenait d'un simple changement dans les rapports entre l'offre et la demande des différentes marchandises, la cause cessant, l'effet cesserait aussi, et les prix reviendraient à leur niveau et à leur équilibre précédent. Au lieu d'être borné à quelques branches d'industrie, la baisse du taux du profit par suite des augmentations de salaire serait générale. Conformément à notre supposition, il ne serait survenu aucun changement, ni dans les forces productives du travail, ni dans la somme totale de la production, mais la quantité de production donnée n'aurait fait que changer de forme. Une plus grande partie de la quantité de produits existerait sous la forme d'objets de première nécessité, une partie moindre sous la forme d'objets de luxe, ou ce qui reviendrait au même, une partie moindre serait échangée contre des objets de luxe venus de l'étranger et serait consommée sous sa forme primitive. Ou bien encore, une partie plus grande de la production nationale serait échangée contre des objets de première nécessité venus de l'étranger et non contre des objets de luxe. Par conséquent, la hausse générale des salaires, après une perturbation momentanée dans les prix du marché, n'amènerait que la baisse générale du taux du profit, sans aucun changement durable quelconque dans les prix des marchandises. Si l'on m'objecte que dans l'argumentation précédente, j'admets que tout l'accroissement des salaires est dépensé en articles de première nécessité, je répondrai que j'ai fait la supposition la plus favorable à l'opinion du citoyen Weston. Si l'accroissement des salaires était dépensé en objets ne figurant pas auparavant dans la consommation des ouvriers, il ne serait pas nécessaire de prouver l'augmentation effective de leur puissance d'achat. Mais comme elle n'est que la conséquence de l'élévation de leur salaire, il faut bien que cette augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers corresponde exactement à la diminution du pouvoir d'achat des capitalistes. Par conséquent, ce ne serait pas la demande totale des marchandises qui augmenterait, mais les parties constituantes de cette demande qui se modifieraient. La demande croissante d'un côté serait compensée par la demande décroissante de l'autre. De cette façon, la demande totale restant inchangée, aucun changement ne pourrait se produire dans les prix des marchandises sur le marché. Vous vous voyez, par conséquent, placé devant le dilemme suivant. Ou bien l'accroissement du salaire
entraîne une dépense répartie également sur tous les objets de consommation, et dans ce cas, il faut que l'augmentation de la demande de la part de la classe ouvrière soit compensée par la baisse de la demande du côté de la classe capitaliste, ou bien l'accroissement du salaire n'est dépensé que pour quelques objets dont les prix du marché vont monter temporairement. Alors, la hausse du taux du profit qui s'ensuivra dans quelques branches d'industrie et la baisse du taux du profit dans d'autres branches provoqueront un changement dans la distribution du capital et du travail, jusqu'à ce que l'offre se soit adaptée à la demande accrue dans une branche d'industrie et à la demande diminuée dans les autres branches. Dans une des hypothèses, il ne se produira pas de changement dans les prix des marchandises. Dans l'autre, les valeurs d'échange des marchandises, après quelques fluctuations des prix du marché, reviendront à leur niveau antérieur. Dans les deux hypothèses, la hausse générale du taux des salaires n'entraînera finalement rien d'autre qu'une baisse générale du taux du profit. Pour mettre en jeu vos facultés imaginatives, le citoyen Weston vous a invité à réfléchir aux difficultés que susciterait une élévation générale des salaires des ouvriers agricoles anglais de 9 à 18 shillings. Songez un peu, s'est-il écrié, à la hausse énorme de la demande d'objets de première nécessité et à la montée effrayante des prix qui en résulterait. Or, vous savez tous que les salaires moyens des ouvriers agricoles américains sont plus du double de ceux des ouvriers agricoles anglais, bien que le prix des produits agricoles soit plus bas aux États-Unis que dans le Royaume-Uni, bien qu'aux États-Unis, l'ensemble des rapports entre le capital et le travail soit le même qu'en Angleterre, et bien que la somme de la production annuelle aux États-Unis soit bien inférieure à celle de l'Angleterre. Pourquoi donc notre ami sonne-t-il ainsi le tocsin? Uniquement pour détourner notre attention de la véritable question qui se pose devant vous. Une augmentation subite de salaire de 9 shillings à 18 shillings constituerait une augmentation subite de 100%. Or, nous ne discutons nullement la question de savoir si le taux général des salaires en Angleterre pourrait être brusquement élevé de 100%. Nous n'avons nullement à nous occuper de la grandeur de l'augmentation qui dépend dans chaque cas particulier de circonstances données auxquelles elle doit s'adapter. La seule chose que nous ayons à rechercher, c'est l'effet que va produire une élévation générale du taux des salaires. Serait-elle limitée à 1%? Laissant donc de côté la hausse imaginaire de 100% de l'ami Weston, je veux attirer votre attention sur la hausse réelle des salaires qui eut lieu en Angleterre de 1849 à 1859. Vous connaissez tous la loi de 10 heures, ou plus exactement de 10h30, mise en vigueur en 1848. Ce fut un des plus grands changements économiques dont nous ayons été témoins. Ce fut une augmentation des salaires subite et imposée, non point à quelques industries locales quelconques, mais aux branches industrielles maîtresses qui assurent la suprématie de l'Angleterre sur les marchés mondiaux. Ce fut une hausse des salaires en des circonstances singulièrement défavorables. Le docteur Ure, le professeur senior et tous les autres porte-paroles officiels de l'économie de la bourgeoisie prouvèrent qu'on sonnait ainsi le glas de l'industrie anglaise. Ils prouvèrent qu'il ne s'agissait pas d'une simple augmentation des salaires, mais bien d'une augmentation des salaires provoquée par une diminution de la quantité de travail employé et fondée sur cette diminution. Ils affirmèrent que la 12e heure que l'on voulait ravir aux capitalistes était précisément la seule heure dont ils tiraient leur profit. Ils annoncèrent la diminution de l'accumulation du capital, l'augmentation des prix, la perte des marchés, la réduction de la production, et pour conséquence inévitable, la diminution des salaires et finalement la ruine. En fait, ils déclaraient que la loi du maximum de Robespierre était une bagatelle en comparaison de celle-là. Et en un certain sens, ils avaient raison. Eh bien, quel en fut le résultat? Une hausse des salaires en argent des ouvriers d'usine, malgré la diminution de la journée de travail, une augmentation importante du nombre des ouvriers occupés dans les usines, une baisse ininterrompue des prix de leurs produits, un développement merveilleux de la force productive de leur travail, une extension continuelle inouïe du marché pour leurs marchandises. À Manchester, j'ai entendu en 1860 à la Société pour l'avancement des sciences M. Newman reconnaître que lui, le docteur Ure senior et tous les autres porte-parole autorisés de l'économie politique s'étaient trompés, alors que l'instinct du peuple s'était révélé juste. Je cite M. Newman, et non le professeur Francis Newman, parce qu'il occupe en économie politique un rang éminent comme collaborateur et éditeur de l'Histoire des prix de Thomas Tooke. Cet ouvrage magnifique qui suit pas à pas l'histoire des prix de 1793 à 1856. Si l'idée fixe de notre ami Weston d'un montant fixe des salaires, d'une quantité fixe de la production totale, d'un niveau fixe de la force productive du travail, d'une volonté fixe et constante des capitalistes, si tout le reste de sa fixité et de sa finalité était exact, les pressentiments sinistres du professeur senior auraient été justes, et c'est Robert Owen qui aurait eu tort, lui qui réclamait dès 1816
une diminution générale de la journée de travail comme le premier pas dans la voie de l'émancipation de la classe ouvrière, et qui, malgré le préjugé régnant, l'introduisait effectivement et de sa propre initiative dans sa fabrique de textiles de New Lanark. Au moment même où se produisait l'instauration de la journée de 10 heures et l'augmentation des salaires qui s'ensuivit, il y eut en Angleterre, pour des raisons qui ne sauraient être énumérées ici, une hausse générale des salaires des ouvriers agricoles. Bien que ce ne soit pas indispensable pour mon propos immédiat, je veux, afin de ne pas vous laisser faire fausse route, présenter ici quelques remarques préliminaires. Si un homme dont le salaire hebdomadaire était de 2 shillings avait son salaire porté à 4 shillings, le taux du salaire aurait monté de 100%. Ce serait, considéré comme taux de salaire, une chose admirable, bien que le montant réel du salaire, 4 shillings par semaine, restât toujours un salaire infime, misérable, un salaire de famine. Vous ne devez donc pas vous laisser égarer par les pourcentages impressionnants du taux du salaire. Il faut toujours vous demander quel était le montant primitif. Il faut que vous compreniez aussi que si 10 ouvriers reçoivent chacun 2 shillings par semaine, 5 ouvriers chacun 5 shillings et 5 autres ouvriers chacun 11 shillings, ces 20 personnes réunies recevront par semaine 100 shillings ou 5 livres. Si alors la somme totale de leur salaire hebdomadaire montait, disons, de 20%, de 5 livres, elle passerait à 6 livres. Si nous prenons la moyenne, nous pourrions dire que le taux général des salaires aurait monté de 20%, bien qu'en réalité les taux des salaires de 10 ouvriers soient restés les mêmes, que les salaires d'un des groupes de 5 ouvriers ne se soient élevés que de 5 à 6 shillings, et que la somme des salaires de l'autre groupe de 5 ouvriers est montée de 55 à 70 shillings. La moitié des ouvriers n'aurait nullement amélioré sa situation. Un quart d'entre eux l'aurait améliorée de façon imperceptible, et un quart seulement y aurait trouvé un bénéfice réel. Cependant, si on fait la moyenne, la somme totale des salaires de ces 20 ouvriers aurait augmenté de 20%. Et dans la mesure où entre en ligne de compte la masse du capital qui les emploie et les prix des marchandises qu'ils produisent, cela est exactement la même chose que s'ils avaient tous participé également à l'augmentation moyenne des salaires. Dans le cas des ouvriers agricoles, étant donné que les salaires courants sont très différents dans les différents comtés d'Angleterre et d'Écosse, l'augmentation se manifesta d'une manière fort inégale. Enfin, au moment où eurent lieu les augmentations de salaire, on put constater des influences contraires, comme par exemple les nouveaux impôts qu'entraîna la guerre de Crimée, la démolition d'une partie considérable des habitations des ouvriers agricoles, etc. Ces réserves faites, je constate maintenant que de 1849 à 1859, il se produisit en Grande-Bretagne une hausse d'environ 40% dans les taux moyens des salaires des ouvriers agricoles. Je pourrais vous donner d'amples détails à l'appui de mes affirmations, mais je considère qu'il me suffira, pour le but que je poursuis, de vous renvoyer au travail critique si consciencieux présenté en 1860 par feu Mr. John Morton à la Société des Arts et Métiers de Londres sur les forces employées dans l'agriculture. M. Morton y fournit des statistiques tirées de factures et d'autres documents authentiques recueillis chez une centaine de cultivateurs de 12 comtés écossais et de 35 comtés anglais. D'après la façon de voir de notre ami Weston, et considérant l'augmentation simultanée des salaires des ouvriers de fabrique, il aurait dû se produire entre 1849 et 1859 une énorme augmentation des prix des produits agricoles. Or, qu'arriva-t-il ? Malgré la guerre de Crimée et les mauvaises récoltes successives de 1854 à 1856, le prix moyen du blé, le principal produit agricole de l'Angleterre, tomba du prix de 3 livres environ par carter pour les années 1838 à 1848, à 2 livres 10 shillings environ le carter de 1849 à 1859. Cela constitue une baisse du prix du blé de plus de 16%, parallèlement à une hausse moyenne des salaires des ouvriers agricoles de 40%. Dans la même période, si nous en comparons la fin avec le début, c'est-à-dire 1859 avec 1849, le nombre des indigents inscrits tomba de 934 419 à 860 470, ce qui fait une différence de 73 949, diminution très minime, je l'avoue, et qui fut reperdue les années suivantes, mais diminution tout de même. On peut dire que, par suite de l'abolition des lois sur les céréales, l'importation des grains étrangers doubla de 1849 à 1859, comparativement à la période de 1839 à 1848. Mais qu'est-ce que cela signifierait ? Du point de vue du citoyen Weston, il eût fallu s'attendre à voir cette demande subite, énorme et toujours croissante sur les marchés étrangers faire monter les prix des produits agricoles à une hauteur effrayante, puisque l'effet de la demande accrue, que celle-ci vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, reste, n'est-ce pas, toujours le même. Or, qu'arriva-t-il en réalité ? À part quelques années de mauvaises récoltes, la chute désastreuse du prix des céréales fut pendant tout ce temps l'objet de plaintes continuelles en France. Les Américains furent contraints à maintes reprises
de brûler leur production en excédent. Et la Russie, s'il faut en croire leurs cartes, fomenta la guerre civile aux États-Unis parce que son exportation de produits agricoles sur les marchés européens était paralysée par la concurrence américaine. Ramenée à sa forme abstraite, la façon de voir du citoyen Weston aboutirait à ceci. Toute augmentation de la demande se produit toujours sur la base d'un montant donné de la production. Par conséquent, elle ne peut jamais augmenter l'offre des articles demandés, mais uniquement relever leur prix en argent. Or, la plus simple observation montre que dans certains cas, une demande accrue ne fait nullement varier les prix des marchandises sur le marché, alors que dans d'autres cas, elle provoque une hausse passagère des prix du marché, suivie d'une offre accrue, entraînant à son tour un retour des prix à leur niveau antérieur, et dans beaucoup de cas, au-dessous de leur niveau primitif. Que l'augmentation de la demande soit le fait de l'accroissement du salaire ou de toute autre cause, cela ne change rien aux conditions du problème. Du point de vue du citoyen Weston, le fait général était aussi difficile à expliquer que lorsque le problème provenait des circonstances exceptionnelles de l'élévation des salaires. Sa façon de voir est donc sans valeur pour le sujet que nous traitons. Elle ne fait qu'exprimer son embarras lorsqu'il faut expliquer les lois selon lesquelles une demande accrue provoque une offre plus grande au lieu d'aboutir à une augmentation des prix du marché.